Alors l'enregistrement normalement vient de démarrer. Ce soir, on se retrouve pour la deuxième interview pour présenter les différents métiers de la cybersécurité. J'ai la chance de pouvoir avoir avec moi ce soir une personne qui a une expérience très forte, en tout cas dans le milieu de la cybersécurité depuis plusieurs années. Je vais laisser cette personne se présenter pour qu'elle puisse vous expliquer un petit peu son parcours et comment elle a évolué dans le milieu de la cybersécurité. Hélène, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Hélène Bernardini, je suis, responsable de la sécurité informatique, pour un grand groupe industriel, français. J'ai 35 ans et je suis expert en cyber depuis à peu près 10 ans. Pour moi, c'est une reconversion professionnelle parce que je viens pas de ce monde-là, je viens du monde du marketing et de la communication à l'origine. D'accord, donc vous avez peut-être eu un parcours universitaire qui était peut-être plus orienté dans dans ce sens-là, au niveau marketing? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai une formation, bac+5 en marketing communication. Ensuite, j'ai commencé ma carrière dans ce secteur-là, notamment, sur les job boards, généralistes, voilà. Et du coup, mon objectif, c'était de sensibiliser, à l'emploi et également au handicap, dans certains de mes métiers. Et en rencontrant, un autre expert cyber, je me suis rendu compte, des implications organisationnelles et humaines de ce métier. C'est ce qui m'a plu. On a monté, une première entreprise ensemble, dans laquelle je me suis formée, à l'audit notamment, et dans lesquelles aussi j'ai pu, faire de la sensibilisation à la cybersécurité. Alors au début, c'était très basique et puis, j'ai évolué petit à petit vers la technique jusqu'à ce que, notre projet évolue aux États-Unis et que je puisse aller vers un cursus là, pour le coup, beaucoup plus cyber puisque, j'ai été formée par, l'accélérateur de start-up, Mac37, qui a pour objectif de déployer, des start-up cybersécurité à l'international. D'accord, donc c'était vraiment pour la création et le déploiement de cette nouvelle entité que vous aviez créée avec, votre partenaire et quel était, l'objectif? Parce que vous parliez, d'audit, à cette époque. C'était plutôt des audits techniques, plutôt des audits organisationnels? On était plutôt sur de la norme comme la 27001 par exemple? Alors au début, notre cible, c'était vraiment, de la vulgarisation cyber à destination des TPE-PME. On faisait de l'audit, mais on parlait même pas d'ISO 27001, hein, on parlait presque de diagnostic cyber parce que, ces entreprises étaient particulièrement éloignées du monde qu'on peut connaître dans les grands groupes, qui est très normé, qui est fait d'une grosse part, légale. Donc l'idée, c'était des audits, avec un volet organisationnel et un volet technique, mais extrêmement light au début pour, justement pour pouvoir aborder les TPE-PME sans leur faire peur. Parce que, le premier constat qu'on avait fait, c'est qu'en leur parlant technique, on concluait pas de contrat parce que la peur prenait le dessus, en fait. Exactement et souvent, les personnes ont du mal à la comprendre, surtout quand on est, technicien de formation, où on arrive effectivement avec un bagage technique, qui est très lourd. Arriver à démocratiser, les différents éléments, arriver à les simplifier à l'extrême pour vraiment que les personnes puissent être, sensibilisées, c'est une capacité qui est, relativement difficile, en tout cas à appréhender pour, des jeunes qui arrivent dans le milieu de la cyber et justement cette reconversion, est-ce qu'elle n'a pas été compliquée du fait que vous aviez peut-être un bagage, moins technique à arriver sur une thématique qui abordait de l'organisationnel, donc de l'humain, que vous aviez plutôt l'habitude de manager, mais toute la partie un peu, fonctionnement des systèmes informatiques? Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours été quand même un peu geek. Donc je bidouillais, pas mal au niveau informatique. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même, notamment, à Washington, dans l'accélérateur, j'ai eu des moments de enfin, de désespoir complet, devant des points techniques, qui étaient ardus et pour lesquels moi j'avais pas un bagage, d'ingénierie qui me permettait de m'appuyer sur des compétences, généralistes, qu'un ingénieur peut avoir, que ce soit en IT, en énergie, enfin voilà, dans des domaines très pointus techniquement. Heu, mais mais par contre, ma reconversion, elle s'est faite, sur la passion. J'ai tout de suite été passionnée par ce métier. Donc du coup, c'est vrai que ça contrebalançait, cette espèce d'énergie qu'il fallait mettre sur ces points techniques.
Donc bah, ça s'est fait, hein, il fallait que ça se fasse puisque je voulais arriver à mon objectif donc voilà. J'ai j'ai réussi. Oui, effectivement et je pense que c'est d'autant plus motivant quand on a la formation avec la startup qu'on est en train de lancer à côté, qui est en train de se développer. Du coup, on est obligé de se mettre, au goût du jour, assez rapidement. Donc on a une autre source de motivation que juste, on va dire, l'aspect, scolaire avec la transmission de connaissances et surtout quand ça devient une passion, effectivement, c'est quelque chose de vraiment très important qu'on peut arriver à faire évoluer dans le temps et qui nous motive tous les jours à aller nous dépasser, à apprendre des choses avec lesquelles on pourrait bloquer. Et du coup, vous m'avez parlé de plusieurs métiers, si on peut dire ça comme ça. Donc le premier, c'était plutôt sur de la sensibilisation, on va dire, d'un grand nombre de personnes, d'acteurs. Et ensuite, est-ce que votre métier a évolué ou vous êtes resté sur un métier qui était, plutôt de la sensibilisation? Alors non, notre métier, il a évolué parce qu'en fait, l'objectif, ultime de la start-up, c'était de créer une appliance qui venait, remplacer, l'équivalent d'une baie informatique et qui était, sécurisée et durcie, jusqu'à, la partie, électronique. Donc effectivement, là, quand j'ai abordé, les sujets, TPM, KPIs, pardon, pas KPIs, PKI. Voilà, ces parties-là, ça a été plus compliqué, mais par contre, ça a été un vrai challenge parce que construire un produit technique, et sécurisé, bah, je crois que c'est l'enjeu de tous les éditeurs et quand on n'a pas un bagage, d'origine qui est fait pour ça, bah, c'est un challenge encore plus grand. Donc non, non, mon métier, il a beaucoup évolué. J'ai travaillé, en plus, bah, du coup, dans le développement du produit sur tous des aspects, DevSecOps, qui aujourd'hui sont très à la mode. Mais quand je parle de ça, c'était en 2014. Donc on parlait de DevSecOps, aux États-Unis, on en parlait un petit peu en France, mais ça restait une nébuleuse. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est un C'est un métier à part basique. entière, effectivement et ça fait partie des basiques dans Ouais, les tout à équipes, fait. ouais. Tout à fait. Après, effectivement, vous m'avez parlé d'éléments, cryptographiques comme, la PKI ou les puces TPM. Oui, ça a dû être vraiment compliqué à aborder, surtout quand on n'a pas forcément, le bagage cryptographique derrière, qui est très peu enseigné dans les écoles. En tout cas, je vois pour le parcours que j'ai eu, c'était toujours, on va dire, mis de côté de par, l'aspect mathématique qui était souvent trop poussé pour les écoles d'informatique. Ce que je trouvais dommage, moi, en tout cas, à l'époque. Mais effectivement, quand on a besoin de lancer un produit comme ça, il faut avoir un ensemble complet et du coup, le profil avec lequel vous étiez associé était plutôt, lui, un ingénieur technique ou plutôt un ingénieur, on va dire, organisationnel sur ces aspects de Non, compétences? c'était un ingénieur, technique, mais quand on est à 2 et quand on est en plus, chef d'entreprise, donc on prend des responsabilités, bah, pour déployer une entreprise et là, on avait des salariés, donc il y avait plus que nos 2 «vies professionnelles» entre guillemets en jeu, il y en avait un peu plus que ça. Prendre des décisions sans comprendre, le produit, ça me paraissait complètement, impossible. Du coup, pour moi, c'était un basique de comprendre, de A à Z comment était fait le produit, et puis quand on va voir un électronicien, moi mon but, en plus d'autant plus étant une femme, c'était pas de faire la plante verte pendant un rendez-vous, c'était d'avoir des vraies questions et d'avoir des vraies propositions et de construire une architecture qui tient la route. Donc l'idée c'était vraiment de voilà, de comprendre de A à Z tout ce qu'on faisait pour pouvoir l'expliquer, le questionner, le challenger et aussi le vendre aux investisseurs parce que la finalité quand même d'une startup, c'est de progresser et de croître très vite et du coup d'aller vendre son idée, même si, pour l'instant, ça ressemble juste à un dessin, il y a même pas de prototype, à un investisseur. Exactement, bah, c'est l'objectif de toute startup, Mmh. qui se lance et du coup, le produit a été mené à terme. Est-ce que la société a été rachetée? Si on parle un petit peu de storytelling là dans l'histoire, on va dire de votre startup? Alors la société a pas été, rachetée parce qu'en France, ça a pas rencontré son public. Après on a quand même, présenté l'appliance, une première fois au CES de Las Vegas, et du coup on a trouvé une manière de le démocratiser autrement. Aux États-Unis ensuite il a été, cloudifié. Donc il y avait plus d'appliance, électronique, il y avait, une plateforme, cloud qui faisait la même chose et puis ensuite, l'idée a été revendue, à une autre société.
D'accord, et donc aujourd'hui, c'est un produit qu'on pourrait retrouver sur le marché, ou du moins intégrer peut-être dans un package d'autres produits? Oui, il me semble qu'il est intégré, chez certains opérateurs, télécoms, en fait. D'accord, OK. Bon, bah, c'est bon à savoir. Du coup, ça vous a fait, je pense, une bonne expérience et une bonne base de connaissances, surtout pour débuter. Vous avez été un petit peu catapulté, on va dire, dans ce milieu-là, ce qui est une bonne chose, en tout cas, parce que ça vous permet d'avoir un œil complètement nouveau. Et après, vous avez peut-être rebondi sur un autre secteur, dans la cybersécurité, ou est-ce que vous avez continué dans l'édition de logiciels, d'appliances et de produits, sécurisés? Non, alors de retour en France, parce qu'on du coup, on a vécu un temps aux États-Unis, de retour en France, ça a été quand même assez compliqué de vendre, mon expérience cyber, sans formation d'ingénieur. Donc ça, c'est un peu dommageable, je trouve, pour un métier qui est en pleine expansion et sur lequel il manque des profils. Mais bon, c'est la la loi, de l'offre et de la demande. Malgré tout, avec mes connaissances en DevSecOps, j'ai rejoint une banque, sur, des aspects, hem, entre le DevSecOps et la compliance. Donc, c'était vraiment, l'intégration de toutes les normes, notamment au niveau bancaire. Il y a des normes, liées à la BCE, il y a la PCI DSS et cetera, qu'il fallait intégrer dans les chaînes, CI/CD. Donc du coup, ça m'a servi, voilà, j'ai une expérience, en banque et puis derrière, moi mon but c'était quand même d'avoir un poste sur lequel j'allais pouvoir, avoir un impact assez fort et quelque chose d'assez, comment dire? Heu, d'assez, transverse. Donc l'idée, mon idée à la sortie de cet éditeur, qu'on avait créé, c'était vraiment d'aller, vers, un poste de RSSI pour, voilà, pour, faire progresser une entreprise. D'accord, C'est et vraiment là mon et objectif. le poste que vous aviez au sein de la banque, c'était, peut-être un poste d'assistant RSSI? C'était un poste, plutôt de directeur opérationnel sécurité? Est-ce qu'il y avait un intitulé, on va dire, pour ce poste-là, ou, vous étiez intégré au sein d'une équipe, cybersécurité? J'ai été intégrée au sein alors j'étais pas vraiment intégrée au sein d'une équipe cybersécurité, enfin, on était, 2 personnes en sécu, je crois, mais plutôt, intégrées à la plateforme et non pas, à la sécu. Donc on faisait, de l'application opérationnelle, des règles RSSI et notamment de toute la partie, normes. Mais non, non, j'étais pas au niveau RSSI, en tout cas, j'étais pas au niveau GRC au sens où on l'entend, couramment. D'accord, donc effectivement, vous implémentiez les modes opératoires qui découlaient C'est des ça, politiques de sécurité c'est ça. pour chaîner un petit peu, l'ensemble des éléments? Ouais, tout à fait. D'accord, et du coup, vous avez exercé cette fonction pendant à peu près combien d'années? J'ai exercé, pendant 1 an, jusqu'à ce que je rencontre, une personne, qui recherchait un RSSI pour, compléter son équipe, donc le poste que j'ai actuellement et D'accord. où là, il y avait tout à faire. Heu, donc c'est une entreprise, qui avait, pas encore, investi, la sécurité, comme peuvent le faire les banques. Mais ce qui s'entend bien, hein, parce qu'au niveau industriel, c'est que ça reste, quand même un défi, même aujourd'hui où ça commence à se démocratiser. Donc c'était exactement en fait, c'était exactement le poste que je cherchais parce que l'idée, c'était, de pouvoir, proposer des choses qui allaient se mettre en place à la fois rapidement, à la fois sur un terme plus long pour, faire augmenter à la fois la compétence sécu de l'entreprise et puis, bah, la protéger puisque c'est quand même notre, finalité à tous dans ce métier. Exactement, et du coup, vous arriviez avec une double casquette, on va dire, technique et organisationnelle, ce qui vous permettait d'avoir une approche, très globale, et ce qui est assez rare, on va dire, dans le milieu cyber à l'heure actuelle, hein. Il y a très peu de profils qui ont l'avantage d'avoir cette, double casquette, et souvent ce qui se passe après, c'est pas forcément pour parler de la structure dans laquelle vous travaillez actuellement, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'on est rattaché soit à la direction informatique, soit à une direction des risques. Ça a des avantages et des inconvénients, et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez la possibilité de dire à quel élément vous êtes, rattaché. Est-ce que vous êtes plutôt lié à la technique, ou plutôt lié à, la gestion des risques de manière, globale, comme il peut y avoir la sécurité industrielle, des ressources humaines et tout ce qu'il peut y avoir?
Alors, nous, on est rattaché à la direction informatique. Maintenant, ça nous a pas empêché, mais je crois que ça tient à l'ADN de l'entreprise qui est assez humaine. Ça nous a pas empêché d'apporter les éléments de modification organisationnelle, de faire beaucoup de vulgarisation. Par exemple, moi, la sensibilisation, c'est pratiquement 40% de mon poste. Déjà parce que j'adore ça et que travailler sur la composante humaine et voir les modifications à la fois dans la psychologie individuelle et la psychologie sociale, ça m'intéresse. Mais aussi parce que l'entreprise était en fait, elle était mûre à ce moment-là pour admettre que, la sécurité, c'était pas, que, changer, 3 virgules dans un bout de code ou que faire des affiches, pour dire aux gens qu'ils ont un comportement, dangereux. Donc finalement, même si ça a nécessité de faire bouger quelques lignes et de faire au-delà de la sensibilisation, d'expliquer, d'informer, de vulgariser, auprès de quelques personnes, du management. En fait, derrière, ça s'est mis en route assez facilement. On a encore plein de défis devant nous, hein, ça y a rien à dire là-dessus. Mais, mais finalement, ça tient à l'ADN de l'entreprise et cette double casquette et la partie aussi agile de dire qu'on on a beaucoup de chantiers à mettre en œuvre, mais par contre, on met l'énergie, là où on sait qu'on va gagner des points rapidement, fait que, bah, finalement, en un peu plus de 2 ans, les lignes ont énormément bougé et sans enfin, ça tient à toute une équipe, mais on a déjà gagné, beaucoup, en niveau de sécurité. Oui, et effectivement. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré peut-être une certaine résistance, des parts des équipes techniques ou du part du management parce que vous arriviez dans un environnement qui était déjà, on va dire, fonctionnel, pas d'un point de vue sécurité, mais d'un point de vue, processus informatique? Et je sais que dans la cybersécurité, on est un peu vu comme le mouton noir en général quand on arrive quelque part et c'est toujours compliqué d'arriver à se faire sa place. Le relationnel, des fois, passe mieux à certains endroits qu'à d'autres, mais effectivement, ça, c'est très lié à l'ADN de l'entreprise comme vous pouviez l'expliquer. Est-ce que vous avez senti un certain frein quand vous êtes arrivé ou ça s'est plutôt, bien déroulé, heu, comme ça aurait pu le faire En peut-être dans certaines structures? Au début, oui, hein, on était vus, comme, les empêcheurs de tourner en rond de la sécu, ceux qui font des règles, qui sont inapplicables, et cetera. Mais je pense que finalement, on a notre grande force au sein de l'équipe sécurité, ça a été, de montrer qu'en fait, on pouvait simplifier les choses. On a toujours rattaché ça à, plus c'est simple, plus c'est sécurisé et je pense notamment aux projets, qui sont liés au métier, où on leur a montré que la sécurité, ça pouvait être aussi, un évitement de coûts, un gain de productivité. Alors évidemment, c'est pas valable pour tous les projets, dans tous les contextes et cetera, mais mais on n'a pas fait des usines à gaz de la sécurité. Alors je pense que c'est aussi le modèle, de ces dernières années. Enfin, depuis 2 ans, on reparle du back to basic ou retour aux fondamentaux, enfin on l'appelle comme on veut. Je pense que le marché aussi, fait qu'on se re-questionne sur le fait de ne pas, faire, des tableaux Excel qui font, 50 pages, pour gérer 3 risques. Enfin, on a été beaucoup plus pragmatique parce que dans un groupe industriel et même dans beaucoup de groupes, je pense et d'entreprises, on peut pas passer des heures à faire des choses compliquées là où ça le nécessite pas. Il faut garder un certain pragmatisme donc je pense que ça a été ça notre force pour implémenter, les premières briques de sécurité, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou tout simplement les premiers bons réflexes, pour n'importe quel collaborateur, en fait. D'accord. Et du coup, dans cette, démarche-là, parce qu'effectivement, vous me dites que vous êtes revenu au basique et effectivement, c'est un élément qui est très important. Est-ce que vous êtes arrivé à intégrer, la sécurité dans les projets comme une fonctionnalité, à part entière, qu'elle soit intégrée dès le niveau du cahier des charges? Parce que je sais que, pour avoir travaillé en tant que RSSI dans certaines structures, c'était un élément qui était relativement difficile, mais une fois que c'est mis en place, c'est vrai qu'on arrive à faire découler tout un tas de choses derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un objectif que vous êtes arrivé à atteindre ou est-ce que vous êtes encore en train de travailler sur le sujet? Ou est-ce que c'est un sujet, au contraire, qui a été écarté dès le début parce que vous préfériez travailler peut-être autrement? Non, c'est un sujet qu'on a pris pas mal, au sérieux dès le début.
Je pense que ça tenait aussi, à mon expérience dans le produit, où je savais que la sécurité, quand on doit la rajouter, ça devient compliqué, alors que quand on l'intègre by design, bah, forcément c'est beaucoup plus simple. Je peux pas dire que c'est un 100 parce que c'est pas vrai, mais il y a déjà, des avancées. On a dans les appels d'offres, il y a des clauses de sécurité qui sont intégrées. Dans les contrats, au tout au long de la vie du projet, alors pas encore de la vie de l'application. On monitore, les éditeurs aussi en termes de sécurité avec des plateformes, de scoring. Donc on a mis en place des choses. Il y a maintenant en fait, on a tout posé sur la table. Il va falloir trier et puis ranger nos affaires, mais on a quand même, initié cette, démarche et puis je pense que le succès le plus important, sur cette partie-là, c'est qu'en fait, désormais, ce sont les chefs de projet qui nous appellent pour, demander de la sécu et c'est plus la sécu qui, attrape au vol un projet qui est passé un peu, en dehors des lignes. Donc je pense que c'est un premier succès. Après, évidemment, il va falloir cadrer et processer ça de manière, le plus, rigoureux possible, mais on avance, ouais. Déjà, dans le fait, effectivement, que les chefs de projet vous appellent pour intégrer la sécurité, c'est qu'effectivement, les 40 de sensibilisation que vous menez durant votre temps, ils ont déjà porté leurs fruits parce que c'est quelque chose déjà d'extrêmement compliqué. Donc déjà, félicitations effectivement à cette première réussite. Et ensuite, dans le temps, on va dire, qui vous reste, vous avez 40 de sensibilisation et ensuite, vous avez peut-être d'autres tâches qui sont, relativement, importantes en termes de volume de temps. Quelles sont-elles et comment elles s'organisent, on va dire, au sein de votre journée? Alors, déjà, j'ai pas vraiment de journée type parce que comme on est plutôt sur des projets au long cours, que ce soit des projets, avec les métiers ou les projets qui concernent directement la sécurité, sans compter les crises qui nous tombent, régulièrement, dessus, ce serait difficile d'avoir une journée type. Mais par contre, hem, moi je travaille, sur, d'autres aspects que sont, l'IAM, donc l'Identity and Access Management, où, là on est à la frontière entre la gestion des accès et la sécurité. Alors, il y a pas 2 entreprises qui placent cette brique au même endroit, mais c'est bien la preuve que c'est du by design, encore une fois. On sécurise l'entreprise, par, quelque chose qui est répandu, dans toute l'entreprise. Les accès, on en a besoin partout. Donc ça, c'est une bonne partie de mon temps aussi, ça doit être peut-être, 20. J'ai aussi, toute la partie, policy, donc rédiger, des standards, des politiques, pour qu'elles soient aussi cohérentes avec le métier parce que, ça me semble, important qu'elles soient applicables. Alors des fois, on fait des politiques, qui font presque 200 pages, qui sont enfin, j'en ai vu dans d'autres, entreprises ou lors d'audits, qui sont inapplicables. L'idée, c'est vraiment que là, on soit, dans le pragmatisme le plus complet et que, elle soit la politique ou le standard soit très clair à mettre en œuvre. Et puis ça rebondit aussi sur, bah, les chefs de projet dont on parlait tout à l'heure, où, eux, ils vont devoir appliquer ces politiques et si elles sont pas comprises, ça va être compliqué et puis on va repasser du temps à expliquer et refaire de la sensibilisation. Donc, on reboucle en fait avec ce qu'on disait au début. Donc ça, c'est une grosse partie de mon sujet et puis, bah, il y a la partie, DevSecOps qui est aussi en train de se développer. Même si on n'est pas une entreprise qui produit, du logiciel ou du produit, technique, mais on en a forcément une petite partie, hein, parce qu'il y a des choses qui sont faites, maison, de fait de la spécificité du métier. Donc, voilà et puis il y a un accompagnement un peu, personnalisé, sur d'autres sujets. On va aussi accompagner, le DPO sur, l'implémentation du RGPD, sur le volet technique, et sécurité où, lui, il a besoin aussi d'avoir une lecture, de notre part sur, bah, sur l'implémentation de la sécurité dans certains projets. Donc, on collabore avec, beaucoup d'entités de l'entreprise. Je parlais aussi des crises, on va travailler avec, la partie gestion de crise pour mettre en place des process. Bah, évidemment, je suis pas toute seule pour faire ça, hein. On est une équipe, on n'est pas très nombreux, on est une équipe de 5, mais
mais on est obligé de travailler ensemble sur tous ces sujets qui restent transverses, même si moi, mes 3 key topics, ça va vraiment être sensibilisation, IAM, DevSecOps et projet, mais je le mets un peu à part, parce qu'on intervient tous sur accompagner les chefs de projet en fait pour augmenter le niveau de sécurité. Ouais, donc effectivement, ça fait déjà un grand volet à adresser avec des thématiques qui sont quand même relativement différentes. Tout à l'heure, vous parliez effectivement du DPO avec l'aspect juridique. C'est des choses qu'on entend de plus en plus, arriver avec, la RGPD, hein, qui s'est mis en place et qui commence vraiment à être implémentée au niveau des sociétés depuis quelques années. Et là, on commence à avoir les DPO qui arrivent également, qui commencent à s'intégrer dans les boucles, en termes de sécurité. Aujourd'hui, alors je sais, c'est une question, vous me répondrez si vous avez la possibilité. Est-ce que vous avez des outils de sécurité que vous utilisez, par exemple un ou 2 que vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple pour gérer vos risques, comme, outil de scan de vulnérabilité ou autre? Alors on utilise, oui, on utilise des scans de vulnes, on utilise, des EDR, on utilise, ce genre de choses. Hem, Après, c'est important, mais c'est important, c'est même indispensable, mais ça reste une, source d'information. Le fait d'utiliser ces outils, c'est à la fois une grande aide et à la fois une grande source, de travail complémentaire puisque l'information, elle est très utile, mais derrière, il faut la traiter donc c'est pas je pense que, hem pour moi, ces outils sont indispensables, mais ils font pas de la magie. Clairement, on n'en est pas encore au stade où on pourra, les laisser, jouer tout seuls et puis, s'inquiéter, uniquement quand ça sonne. Donc voilà, nous, on utilise parce qu'on n'a pas le choix et parce que le périmètre est tellement vaste que, bah, on va pas faire ça à la main et puis ça n'aurait pas de sens. Mais c'est pas une fin en soi. C'est juste le début, d'un autre travail, en fait. Oui, parce qu'en plus, via cette récolte d'informations que vous devez après monitorer, traiter et réagir en fonction des différentes, alertes, vous avez peut-être des contraintes en termes d'intervention, qu'elles soient organisationnelles, légales ou peut-être typiquement liées à votre métier? Bah, organisationnel, et légal de fait, puisque on travaille, quand même sur de l'industriel et notamment, tout ce qui sous-entend, industrie, veut dire aussi, qualité sanitaire et cetera. Donc, on a des implications, qui sont directes sur, oui, sur la santé humaine, sur, l'organisation et sur le fait de bloquer ou non une production. Donc oui, ça en fait, prendre une décision uniquement sur ces outils serait complètement, dangereux parce qu'il y a tellement de choses, il y a un contexte tellement fort derrière que, on risquerait de faire plus de dégâts en bloquant une production qu'en traitant le sujet autrement. Donc oui, oui, c'est pour nous, c'est des contraintes très fortes, les contraintes métiers. Donc il y a vraiment effectivement l'aspect humain aujourd'hui qui est encore très important parce que de plus en plus, on commence à voir des articles qui expliquent que certains outils automatisés, vont remplacer tout un tas de métiers de la cybersécurité. Je reste persuadé en tout cas moi que le côté humain reste encore très important dans plein, plein de domaines, qu'il y a Pour moi, encore un œil à vérifier et c'est que c'est indispensable en fait. Oui, pour moi, l'humain, c'est 80 du sujet, en fait. Ça veut pas dire que la technique est pas importante, mais on oublie un peu souvent que derrière une ligne de code, derrière la programmation d'un automate, à un moment, c'est un cerveau humain qui l'a fait. Même s'il y a des process pour, faire du contrôle, même si, il y a, comment on appelle ça? Tous les contrôles, dynamiques, c'est il y a une part humaine qui est toujours là et puis je pense qu'on commence, alors les ransomware, on commence bien à voir, ce que c'est. Par contre, dans des aspects, d'informatique embarquée ou d'industrie et cetera, on oublie, que parfois un ransomware aussi peut se transformer en killware et de fait, si on lance un cycle de production n'importe comment, on peut tuer des opérateurs qui travaillent sur une chaîne ou tuer des gens, parce qu'on a débloqué, les freins, d'un tramway à distance. Donc je pense qu'on a une grosse responsabilité de se dire qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu vidéo. C'est la réalité et qu'au bord des lignes de production, il y a des humains
Et ceux-là, il faut pas les oublier. Ils sont pas comme nous derrière un ordinateur où s'ils l'éteignent et bah, ça s'arrête. Là, on n'éteint pas une chaîne comme on éteint un PC. Oui, effectivement et ça, on a tendance à beaucoup l'oublier dans le milieu, industriel parce que c'est un milieu qui commence à être de plus en plus connecté pour que les opérateurs puissent pouvoir travailler à distance et faire toutes les remontées d'informations et effectivement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué à maintenir qu'un système informatique de gestion, on va dire, traditionnel. Parce que comme vous pouvez l'expliquer, ben, un système informatique de gestion, on éteint l'ordinateur et puis, tout va bien. La chaîne de production, ça s'éteint pas comme ça. Effectivement, il y a des aspects, physiques qui sont répliqués directement et qui peuvent avoir des conséquences directement sur les vies humaines et ou sur le traitement, en tout cas, de la production, en direct. J'ai l'impression que c'est vraiment un métier qui vous passionne et ça fait plaisir à entendre. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, certains éléments qui vous plaisent particulièrement, en tout cas dans le métier que vous réalisez? Bah, en fait, ce qui me plaît, c'est que justement, il y a pas 2 jours pareils. Il y a pas 2 jours pareils, il y a pas 2 situations pareilles. Il y a même pas 2 applications pareilles, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et puis, je reviens à mon cœur de métier, c'est, la sensibilisation et ça, enfin, moi, quand je vois, les réactions aujourd'hui des collaborateurs ou tout simplement de personnes que j'ai pu former, dans d'autres réunions parce que j'aime bien aussi, contribuer à la communauté, autrement que dans mon entreprise. Quand je vois l'augmentation de leur sensibilité à la sécurité, bah, en fait, c'est ça qui me plaît et c'est pour ça que je me lève chaque matin et c'est jamais un problème, de me lever pour me dire que, bah, je suis pas un super héros, mais j'apporte ma pierre et il y a encore beaucoup de choses à faire donc je pense que j'ai un petit peu de marge devant moi. Oui, bah, c'est l'avantage de la cybersécurité, c'est qu'on est en pleine évolution et que ça va continuer. Et du coup, est-ce que dans tous les aspects que vous pouvez traiter, il y a des aspects peut-être qui vous plaisent moins sur votre métier? Bah, ça peut être des aspects politiques où, là où c'est un peu plus difficile parce il faut parfois, jouer des jeux, pour faire passer des projets, par-dessus d'autres et moi c'est pas forcément mon état d'esprit. Je préfère, faire modifier les comportements parce qu'il y a une bonne raison, plutôt que pour des questions, je vais dire n'importe quoi, mais de budget ou de priorité et cetera. Maintenant, je suis bien consciente que, dans une entreprise, on fait pas tout ce qu'on veut et que les budgets, ils sont pas extensibles et que les projets et le temps humain n'est pas extensible non plus. Donc, je comprends pourquoi, il faut faire ça. Maintenant, c'est pas la partie qui me plaît le plus. Effectivement, c'est une partie qui fait partie, du métier, de RSSI et après en fonction du profil qu'on a, certaines personnes vont préférer cette partie, politique, d'autres vont plutôt préférer, l'aspect technique et c'est pour ça que j'ai très souvent vu moi dans des grosses structures quand les moyens le permettaient d'avoir 2 RSSI en fait. Un qui était, totalement organisationnel et attaché à la politique et un purement technique pour les équipes et qui eux arrivaient à faire le lien justement entre ces 2 mondes-là qui sont très compliqués. Mais effectivement, ça fait partie de la casquette du RSSI d'adresser, ces 2 sujets, autant l'un que l'autre. Et du coup, dans cet environnement dans lequel vous travaillez, est-ce que vous il y a des moments où vous avez la possibilité d'innover, d'apporter, on va dire, quelque chose de nouveau, même si en créant une politique de sécurité et en appliquant des processus, c'est quelque chose qui nous permet quand même d'innover un certain moment. Mais est-ce que vous avez, je ne sais pas, des phases complètes où vous êtes dans une phase d'innovation, où vraiment là, vous allez, aborder des nouveaux de sécurité, des nouveaux, sujets de sécurité qui n'auraient pas forcément été abordés? Alors, dans mon poste actuellement, je sais pas, mais on peut être créatif à défaut d'innover. Ça tout dépend où on place le curseur de l'innovation. Hem, Venant d'une start-up, pour moi, l'innovation, c'est créer un produit, qui existe pas et qui va, rencontrer, son marché parce qu'il y a un besoin. Maintenant, je pense que dans mon cadre actuel de RSSI, je suis pas sûre qu'on soit sur cette innovation-là, mais le fait, pardon, d'être, agile et de s'adapter à l'entreprise et puis de la faire, progresser. Je pense qu'en fait, on est parti de pas grand-chose, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, actuellement et on a beaucoup progressé et ça, c'est une forme d'innovation aussi, d'être créatif pour pouvoir faire bouger les lignes et quand j'ai rejoint et qu'on m'a parlé de sensibilisation, par exemple, il y avait pas forcément de budget et d'intérêt qui étaient portés par toute l'entreprise. C'était le RSSI qui en place, qui pensait que c'était important. Aujourd'hui, je pense, ne pas me tromper en disant que c'est important
pour eux et surtout ce qui est important, c'est, de trouver, des manières de ne pas assommer les gens avec avec des sessions de formation, auxquelles personne ne veut aller. Donc si l'innovation c'est ça, oui, je pense que, être créatif, c'est ju en fait, c'est juste indispensable dans notre métier parce qu'on passe notre temps à résoudre des choses qui n'existaient pas, il y a 2 jours plus tôt. Donc on n'a pas trop le choix, en fait. Il vaut mieux l'être. Et en termes effectivement de créativité, parce que l'aspect sensibilisation est très important sur cet aspect-là. On sait très bien que les séances plénières de 2 heures ne fonctionnent pas. C'est un fait, on l'a tous testé, ça assomme les gens, on a un taux de retour qui est terrible. Et est-ce que vous avez eu, la capacité justement à créer peut-être de différents supports, à créer différents moyens de communication? Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns que vous auriez, mis en avant, qui ont bien marché? Alors, en fait, ce qu'on a créé, c'est justement d'être multicanal. De se dire que l'entreprise et ses collaborateurs et collaborateurs, j'entends y compris, les prestataires, qui viennent ponctuellement et cetera. Chaque personne a son canal, favori déjà de communication et a aussi a sa lecture de la cybersécurité. Donc, en fait, on peut pas aller tous les chercher au même endroit. Et l'idée, c'est de déployer des visuels, des outils sur, un maximum de canaux pour toucher un maximum de personnes, avec la difficulté aussi que quand on est un groupe international, bah, on est obligé de travailler en multilingue. Donc ça rajoute, une difficulté et à la fois, c'est hyper intéressant parce que culturellement, bah, on va pas toucher, des anglophones, comme des francophones, par exemple, pour être, très simple et très basique. Donc voilà, après on a fait des choses classiques, hein, on n'a pas non plus, réinventé la roue, il y a du e-learning, il y a du quiz, il y a du test de phishing. D'ailleurs, j'aime pas du tout ce mot test, je sais pas pourquoi je l'emploie. Parce que c'est pas un test en fait, on le but c'est d'entraîner l'utilisateur. C'est comme, quand on va à un entraînement de foot ou d'athlétisme, on n'est pas en train, de se tester, on est plutôt en train d'augmenter ses performances. Donc voilà, c'est ça qu'on développe, c'est de rester hyper humble et de se dire qu'on va pas juger le collaborateur, mais par contre, on va essayer de le toucher, là où ça va vraiment l'atteindre au sens, positif du terme. D'accord. Et effectivement, oui, c'est un aspect qui est vraiment très compliqué et je suis tout à fait d'accord sur l'histoire du test de phishing. C'est un mot qui est assez dur et ce qui est souvent en plus ressenti comme ça par les utilisateurs qui reçoivent l'email en question ou qui reçoivent le moyen de communication en question et qui se sentent pris au dépourvu, en tout cas, quand ils ont, quand ils ont cliqué sur le lien en question ou ils ont ouvert le contenu en question. Et effectivement, c'est vraiment ressenti comme un mal-être de beaucoup. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous êtes amené à vous déplacer peut-être pour faire de la sensibilisation de manière à l'international dans différents pays? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt sur un métier qui est très sédentaire, où vous restez dans votre structure dans laquelle vous travaillez? Alors avec le covid, on est resté plutôt sédentaire. Maintenant, je pense que c'est un métier dans lequel, justement, pour comprendre que la sécurité, c'est pas, la personne derrière son écran, qui fait des trucs bizarres et qui regarde si on a bien coché toutes les cases. Je pense que c'est hyper important d'aller rencontrer, les gens, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de l'entreprise. D'ailleurs, si on revient sur le test de phishing, il faut que j'arrête de dire le mot test décidément, hein, vous voyez, c'est un biais. Hem, si on reprend ces faux phishing, moi ma plus belle, récompense, en tant que RSSI, c'est quand je croise quelqu'un au restaurant d'entreprise qui me dit: «Ah, il était sympa ton faux phishing» et parce que je me dis: «Voilà, ça a été reconnu, ça a été lu, ça a été, appréhendé de la bonne manière», de dire: «Bah, en plus, je l'ai vu, mais en plus je l'ai dit à mes collègues. J'ai eu un comportement hyper positif de protection» et c'est bien la preuve que, si on vient me le dire, c'est qu'on me connaît et si on me connaît, c'est qu'on sait que, voilà, je suis pas, la méchante marâtre dans son bureau qui va, compter les points et surtout attribuer les mauvais points, mais qui va, être là pour renseigner, pour, ne pas juger et pour, donner la bonne pratique si elle a pas été appliquée ou si elle est un petit peu, bancale, et cetera. Donc non, c'est ça qui fait l'essence de notre métier, c'est d'aller rencontrer les gens,
sur le terrain et y compris des opérateurs qui sont très éloignés de l'informatique, mais qui malheureusement y ont recours parce que c'est leur poste, en fait. Effectivement, je pense que c'est une très belle vision, des choses et du coup, est-ce que, les personnes qui font votre métier pour qu'elles soient, compétentes en tout cas dans leurs actions du quotidien, quelles sont les compétences phares en tout cas qu'il faut qu'elles développent? Bah, je pense que la compétence principale, actuellement, c'est l'agilité. Alors c'est un mot qui est hyper galvaudé, ces dernières années, mais être agile, ça veut dire, aussi, être en veille sur ce qui se passe, être, capable, de s'approprier, au moins dans les grandes lignes, un métier pour, faire des propositions qui soient cohérentes. Ça veut dire aussi, être ouvert à ce qui se passe dans les autres pays parce que, Heu, la cybersécurité en France, ça reste un monde, où, on est, alors c'était le cas en 2016, mais on est contre les États-Unis, on est contre les autres pays. Alors ça commence à aller mieux parce qu'on se regroupe au niveau européen et cetera, mais on est contre les autres, alors qu'on a beaucoup à apprendre des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se protéger des autres pays, des autres entreprises, de l'espionnage industriel, mais je pense qu'il faut avoir, ce côté un peu humble de se dire qu'on même si on était les meilleurs du monde, on aurait quand même quelque chose à apprendre des autres. Donc je pense que ça, c'est une compétence hyper importante et puis après dans le quotidien, heu je pense qu'il y a aussi le fait de pouvoir sauter d'un sujet à l'autre, de passer d'un état, où on travaille un micro sujet, à la virgule près dans une documentation technique à, quelque chose de très large où on veut travailler sur un risque, extrêmement, extrêmement vaste de l'entreprise. Donc, ouais, je pense que le maître mot dans notre, métier, c'est l'adaptabilité et puis, et puis, bah, je à mon avis, il faut qu'on arrête aussi de dire aux futurs, recrutés, aux jeunes diplômés qu'il faut passer par des SOC pour devenir RSSI. C'est pas vrai, enfin, il y a pour moi, comprendre la technique, c'est une chose, la mettre en œuvre, c'en est une autre et il y a des gens qui sont très bons pour faire de la technique. Il y a des gens qui sont très bons pour faire de l'organisationnel. Il y en a qui, sont un peu à la limite des 2 et bah, chacun, a son rôle à jouer et c'est ça qui est plus important, en fait. Il y a pas de trajectoire toute tracée, c'est ça qui est aussi sympa dans notre métier, c'est que si les jeux étaient faits, on prendrait n'importe quel jeune, on le mettrait sur les bancs de l'école avec la même formation et puis on aurait des robots derrière. Donc, ce serait pas très intéressant d'ailleurs. Et justement, si on devait, on va dire, se focaliser sur, un sujet, on va dire, d'un point de vue technique et un sujet d'un point de vue organisationnel, une thématique en particulier, est-ce qu'il y a une thématique qui revient de façon plus récurrente, du coup, dans le métier de RSSI, qui serait important, en tout cas, à acquérir pour, les jeunes recrues, pour qu'ils soient plus performants, directement quand ils arrivent en tant que RSSI? Bah, je pense que c'est la dé enfin, au point technique, c'est la détection, parce que, souvent, dans les entreprises, on nous fait la réflexion: «Ah bah, avant que vous soyez là, il y avait pas d'attaque». En fait, c'est pas vrai, on les voyait pas, mais elles étaient là quand même. Donc ça, je pense que c'est, pour moi, la détection, c'est, le plus important. Après, des experts pour répondre, pour, remédier, pour revenir à la situation nominale, il y en a partout dans les boîtes de consulting, donc c'est pas forcément plus primordial. Mais j'ai l'impression qu'on a oublié qu'avant de commencer à mettre les mains dans le cambouis, il faut commencer par détecter, ce qui se passe, par monitorer et OK, c'est peut-être pas la partie la plus sympa et la plus fun, mais par contre, elle est indispensable et puis, au plan organisationnel, bah, si on veut protéger, il faut s'organiser, il faut ranger ses affaires. Et ranger ses affaires, ça veut dire aussi commencer par un inventaire. Ça paraît fou de le dire en 2022, mais il y a tellement d'entreprises, qui n'ont pas d'inventaire propre. Enfin, en tout cas, heu, d'inventaire, qui Oui, ou soit qui soit exhaustif, en tout cas. utilisable. Oui, tout à Ouais, fait. voilà, c'est ça. Souvent, on commence à se dire: «Ah bah oui, tiens, on avait prévu de le faire, mais on l'a pas fait». Bah ouais, c'est dommage parce qu'en fait, heu, en fait, on a perdu beaucoup de temps et derrière, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas tellement sur ça. Même quand il y a des crises, il y a pas beaucoup d'entreprises qui se disent: Je suis sortie de la crise, bah, maintenant je vais le faire mon inventaire». C'est tellement important, je pense qu'on se dit: «Bon, bah, c'est bon, allez, la vague est passée, on reprend nos activités où elles en étaient». Donc voilà, je On
Pour moi, Effectivement. c'est les 2 points qui sont importants et qui ont l'air très basiques, en fait, mais j'ai pas l'impression qu'on apprenne ça en formation cyber. Non, 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 effectivement, c'est des sujets qui sont souvent oubliés, et par expérience, effectivement, on voit que les entreprises repartent très rapidement dans le run du quotidien avec les différents projets et que lorsqu'il y a un incident, effectivement, elles vont faire un retour d'expérience parce qu'elles ont lu dans un livre qu'il fallait faire un retour d'expérience, pendant, 1 heure en salle de réunion avec, 10 directeurs et finalement, ils vont pas prendre de mesures long terme en disant: «Bah, finalement, voilà, on a échappé à la plus grosse catastrophe parce que sauvegarde, parce qu'un tel ou un tel». Mais finalement, on n'aura pas repris les éléments de base qui sont souvent l'inventaire, la détection et après le traitement des faux positifs et tous les processus qui sont liés. On est trop effectivement dans les aspects qui sont techniques et moins dans les aspects, de mode de fonctionnement, qui pourraient être améliorés au fur et à mesure et effectivement qui nécessitent un certain renouvellement et aujourd'hui, dans les budgets sécurité, pour ce que j'en avais vu, quand je travaillais dans ce secteur-là, très peu avaient des budgets de maintien, en fait, du système sur le long terme. Il y avait un budget de déploiement, il y avait peut-être un budget de correction à un instant T, mais très peu de maintien sur le long terme et du coup d'intégration dans l'inventaire des différents éléments, du développement des nouvelles machines, avec un processus qui fait qu'au fur et à mesure, on enlève effectivement les dernières machines, qui ne sont plus maintenues, qui sont, pas identifiées correctement ou sur lesquelles on n'a aucune information. Mais après, c'est vrai qu'on arrive toujours des fois dans certaines entreprises où on trouve un serveur dans une baie, où personne ne sait, pourquoi il est allumé, mais il est là et surtout personne ne veut l'éteindre. Et oui, oui, Ouais, tout à fait. c'est c'est du vécu, donc je comprends très bien ça. Si on parle peut-être plus d'un point de vue, recrutement justement, dans ce métier, est-ce que, vous avez une échelle de salaire, par exemple pour un RSSI débutant et un RSSI confirmé pour que, les personnes aient à peu près une idée, des prix du marché à l'heure actuelle, qu'on parle, soit en région parisienne, soit en province, en montant, brut annuel? Alors de ce que je vois, en gros, j'ai l'impression qu'on commence, pour des juniors sur, quelque chose aux alentours de 45 000 €, heu, au début. Mais après, c'est difficile de dire pour un RSSI junior parce qu'un RSSI junior, il sort pas de l'école, a priori. Il C'est quelqu'un qui a déjà un bagage, au moins professionnel, à défaut d'avoir un bagage technique et informatique. Donc c'est difficile de projeter, mais je pense que les salaires sont à peu près là. Après, ça s'envole, jusqu'à, je dirais 120 000 € par an avec, parfois quelques primes d'objectifs par-dessus. Mais c'est pas, voilà, c'est à peu près ce qu'on voit. Je pense qu'il doit y avoir quelques moutons à 5 pattes, qui doivent atteindre les 200 000 €. Mais là, on est sur des personnes qui sont plutôt en fin de carrière professionnelle. Ils sont peut-être pas en fin de carrière de RSSI d'ailleurs, mais ils ont plutôt, je dirais, la cinquantaine, voire presque la soixantaine et on leur a confié ce poste aussi, pour les aspects politiques que je connaissais, et dont je parlais tout à l'heure. D'accord, donc oui, effectivement, on est plutôt sur un salaire fixe avec peut-être une petite tranche, qui peut être variable en fonction des structures et justement, en parlant des prérequis métiers, quand on est débutant, est-ce qu'il y a j'ai envie de dire une checklist, si on peut appeler ça comme ça, en disant, bah, il faut avoir, minima, je sais pas, 5 ans d'expérience, dans la cybersécurité, il faut avoir travaillé déjà, sur un poste en tant que RSSI ou, en tant que DSI. Est-ce qu'il y a des éléments comme ça clés, quand une entreprise va recruter, elle va faire attention, particulièrement à ces aspects-là? Alors, pour être tout à fait transparente, moi, je les connais pas. J'ai l'impression qu'il y a pas de RSSI qui ont la même formation, ni la même formation, ni le même background, professionnel. Ça me paraît un peu, comment dire? Bah, un peu atypique. Il y a pas vraiment de déjà, il y avait pas forcément de formation, cybersécurité je vais dire, il y a un peu plus de 5 ans. Enfin, il y en avait, mais c'était très parcellaire, c'était ou alors très technique. Donc du coup, les aspects organisationnels étaient vus, pendant, peut-être, 20 heures sur l'année, donc autant Ouais, dire que c'était pas pas du tout. traité. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas de formation RSSI. Il y a des RSSI qui ont de l'expérience, qui la partagent, mais on reste dans, du coaching, dans du transfert de compétences, en one to one, avec le RSSI adjoint qui prend la place du RSSI en poste. Voilà, on est plutôt dans ce genre de choses-là. Maintenant, enfin,
il y a peut-être dans le recrutement quelques barrières à l'entrée pour sélectionner, mais c'est assez. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'à part les fiches de poste de l'ANSSI, qui sont d'ailleurs plutôt techniques et moyennement organisationnelles, il n'y a pas grand-chose pour cadrer le recrutement d'un RSSI. Après, est-ce qu'il y a besoin d'un RSSI type dans toutes les entreprises? Je suis pas sûre non plus, parce qu'il faut quand même s'adapter à la culture d'entreprise. Et si on veut faire passer de la sécurité et qu'on est complètement en décalage avec la culture d'entreprise, il y a peu de chances qu'on y arrive. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, pour moi, c'est pas forcément une gêne qui est pas un profil RSSI type. Maintenant, si on pouvait se professionnaliser un peu dans les années qui viennent, ce serait peut-être pas un mal non plus. Après, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être déjà le niveau ingénieur qui est demandé pour la plupart des RSSI. En tout cas, dans les profils, moi, que j'ai pu rencontrer, c'était plutôt ce type de profil-là. Et aujourd'hui, d'après vous, est-ce qu'il y a un type d'entreprise qui va recruter un RSSI? Par exemple, est-ce qu'une TPE, une PME ou plutôt un gros groupe va favoriser l'internalisation d'un RSSI? Pour moi, la TPE-PME, pour l'instant, ils sont moins RSSI, hein. Enfin, à part celles qui ont des contraintes légales fortes, type OIV ou sous-traitant d'OIV, ou l'équivalent pour des OSE, et cetera, qui ont vraiment des contraintes fortes, ou des domaines, je sais pas, de la défense ou de l'aéronautique, où là, la législation commence à se resserrer. Mais pour moi, la TPE-PME, déjà, elle essaye de comprendre ce qui lui arrive. Je vois que dans de plus en plus de chambres de commerce, il y a des sensibilisations à la cybersécurité. Bon, on est plutôt dans, expliquer que ça peut vous arriver et non pas, ça va vous arriver. Donc il y a encore, avant qu'on ait des RSSI dans les PME, ou en tout cas quelqu'un qui prenne le rôle de RSSI, on a encore quelques belles années devant nous. Maintenant, je pense que les structures industrielles sont de plus en plus recruteuses de RSSI, parce qu'elles ont pas le choix et parce qu'on a bien vu avec les différentes attaques et notamment les attaques sur la supply chain que bah, elles étaient impactées rapidement. Et puis surtout, ça a un impact très fort, hein, sur une entreprise industrielle qui arrête sa production. On peut compter en millions, voire en milliards, l'arrêt d'une prod, donc c'est hyper important. Donc je pense que ce sont les plus enclins à recruter. Les autres entreprises du tertiaire, elles sont déjà équipées, elles ont presque certaines, elles ont des armadas, pas de RSSI, mais de plateaux cybersécurité. Donc je pense qu'elles sont entre guillemets «équipées» de leur RSSI, mais sont pas forcément, enfin, il y a beaucoup de turnover, donc elles recrutent aussi, mais c'est pas les premières. Effectivement, et les PME vont plutôt avoir tendance à faire appel à des sous-traitants externes avec du RSSI à temps partagé, où effectivement, ils vont déployer peut-être un RSSI une journée par semaine ou une journée par mois en fonction du besoin pour structurer. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être une meilleure chose. Et en tant que RSSI, quelles sont les évolutions ensuite possibles? Ou est-ce que c'est déjà, on va dire, le niveau du sommet en termes de cybersécurité qu'on pourrait atteindre, en tout cas dans cette thématique-là? Alors il y a des postes de directeurs, de DSSI qui se sont créés. Donc je pense que c'est des niveaux, on parlait tout à l'heure, la répartition entre la direction informatique et la direction des risques. Je pense que c'est un peu l'idée, c'est de rattacher un directeur SSI à la direction des risques. Donc ça peut être une évolution. Ça peut être aussi bah, tout simplement de devenir DSI, ce qui serait pas forcément un mal, hein, d'ailleurs, parce que ça permettrait de renforcer cette notion de sécurité by design dans certaines entreprises. Mais après, enfin, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, en termes de sécurité, ça dépend ce qu'on veut y faire. Si on veut encore avoir les mains un minimum dans le cambouis quelque part avec, de l'organisationnel, heu, passer à ces niveaux-là, veut dire aussi, ne plus être forcément, tellement en contact avec, ce qui va vraiment se passer au niveau, organisationnel et opérationnel. Donc après, je pense que c'est un choix personnel, de carrière. Mais je vois pas beaucoup, je vois pas beaucoup d'autres postes. Après, ça peut être, si on reste, dans le secteur de la cybersécurité, mais que
on reste pas dans l'échelle de l'entreprise en tant que telle. On va aller sur des postes d'advisor, pour des fonds d'investissement ou pour des structures, autres, faire du consulting, faire du conseil, avec une expérience de RSSI pour pouvoir apporter, cette espèce de coaching aux nouveaux RSSI en poste dans les entreprises. Maintenant, ça reste, très proche de ce qu'on faisait avant, sauf qu'on ne fait que le conseil et on fait pas l'implémentation. D'accord, effectivement, c'est une belle évolution. Et du coup, vous, en tout cas, dans vos projets, futurs, qu'est-ce que vous avez, décidé? Est-ce que vous avez des orientations à l'heure actuelle? Est-ce que vous développez des projets, en termes de cybersécurité, à côté de votre temps plein RSSI? Alors, bah, moi pour mon évolution pour l'instant, je pense que j'ai encore des choses à apporter dans mon poste actuel, et dans mon entreprise actuelle. Donc du coup, l'idée c'est pas forcément de bouger tout de suite et puis, les portes, ont été tellement ouvertes que ce serait dommage de partir maintenant. Mais, par contre, pour moi, c'est important de continuer à évoluer en termes de communauté cyber, aussi bien en France qu'à l'international d'ailleurs. Donc, j'ai participé, à différents événements justement pour, vulgariser, tous les aspects, de sensibilisation et puis, j'ai créé un podcast sur la sensibilisation justement, parce que je sais que c'est un domaine qui est quand même à mi-chemin, entre, le marketing et la sécurité et que c'est pas forcément facile à appréhender et l'objectif c'est vraiment, bah, de transmettre, ce que je sais pour que ce soit plus facile, de prendre en de prendre en charge le facteur humain, dans la sécurité. Je parle de sensibilisation, mais ça va même, au-delà. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'individu, est un composant du système d'information. D'ailleurs, on le représente sur, les schémas d'architecture et cetera. Donc, il y a pas de raison qu'on le mette à part, à partir du moment où on ne sait pas le traiter. Donc voilà, c'est l'idée de ce podcast, j'espère qu'il aura un bon accueil, on verra. Et bah, c'est génial. En tout cas, vous pouvez retrouver le lien dans la description, directement sous la vidéo du lien du podcast, que vous pouvez retrouver en intégralité. Donc après, je vous invite tout de suite à aller le voir et à donner votre avis, sur le sujet. Merci en tout cas pour le temps que vous avez pris aujourd'hui pour cette interview. Elle était vraiment complète. Vous nous avez apporté, un grand nombre d'informations qui vont être très importants pour nos auditeurs. Je vous remercie encore une fois, bah, pour le temps que vous avez pris, pour toutes les réponses que vous avez apportées. Et puis si, les personnes qui voient et qui écoutent cette interview, si vous voulez mettre des questions en commentaire, n'hésitez pas, je les transmettrai ensuite. En tout cas, je vous remercie pour cet échange et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci, à très Merci, bientôt. au revoir.